on a créé une niche dans la niche. Alors cette niche, c'est quoi ? C'est d'utiliser nos outils dans une seule situation. Et cette situation, c'est aider des entrepreneurs à racheter leur entreprise. Nous sommes là pour aider des dirigeants actionnaires à devenir propriétaires de leur PME. Avant de rejoindre Sapiens, je n'avais jamais eu l'occasion d'accéder à ce qu'il se passe derrière un fonds d'investissement. Au-delà de la façade des chiffres, de la performance. Et pourtant, en rencontrant des dizaines de fonds, j'ai réalisé que derrière chaque ligne investie, il y avait des histoires passionnantes, avec leur lot de difficultés et de succès, et surtout des équipes engagées autour des projets qu'elles financent. Bonjour, je suis Aurore Perrin, et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre les investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions, et leurs investissements, qui sont un moyen de créer un monde qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Stéphane Berger, associé d'Andera Partners Senior et responsable d'Andera Acto. Stéphane, tu as un parcours impressionnant, est-ce que tu peux nous en parler ? Hola, bonjour. Bonjour à tous, impressionnant tout de suite. Eh bien oui, j'ai 53 ans, d'où le terme senior chez Andera, et j'attaque ma 29e année dans le capital investissement, le private equity, où j'ai fait une première partie de carrière dans l'investissement en capital, et en capital majoritaire. Et puis, j'ai fait un pivot. J'ai pivoté il y a 13 ans pour prendre la tête d'une équipe qui fait de la dette privée un petit peu particulière que je vous expliquerai un petit peu après. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail d'Andera Partners et puis d'Acto, qui est l'entité dont tu es plus précisément responsable ? Oui, alors Andera, nous sommes aujourd'hui l'une des principales sociétés de gestion de capital investissement en France. Nous gérons plus de 4 milliards d'euros et nous sommes 100% indépendants. Au sein d'Andera, il y a différentes équipes, différentes stratégies, et la particularité, c'est que il y a 6 stratégies différentes, 5 dédiées à l'investissement en capital dans les PME, et une, Acto, que j'ai le plaisir d'animer, qui investit en dette privée. Mais une dette privée, je le redis, un petit peu particulière. Quel est l'intérêt pour une société de cumuler à la fois une expertise d'investissement en capital et de dette, dans le cas d'Andera par exemple ? Alors, on peut voir cet intérêt à la fois du point de vue des entrepreneurs et à la fois du point de vue des clients, ceux qui investissent dans les fonds. Du côté des entrepreneurs, Andera, nous souhaitons tout simplement être une porte d'entrée pour les entrepreneurs afin de répondre à tous leurs besoins. Tous leurs besoins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous pouvons à la fois, avec une équipe, financer l'innovation, à la fois financer, on a plusieurs équipes, la transmission, financer les infrastructures et, dans le cas d'Acto, être en mode dette privée, donc faire des financements que les banques ne peuvent pas ou ne savent pas faire. Vous avez des dossiers qui passent du capital à la dette et vice-versa ? Alors, déjà, nous n'avons pas le droit d'investir concomitamment en capital avec une équipe et en dette avec Acto. C'est interdit pour une bonne gestion des conflits d'intérêts. Évidemment, quand tout se passe bien, il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais il suffit que ça se passe moins bien. Ça serait compliqué d'être en conflit avec mes collègues. Donc ça, on ne peut pas travailler ensemble. Ensuite, pour passer d'une stratégie à l'autre, c'est possible, mais là encore, en raison de potentiels conflits d'intérêts, tout est extrêmement encadré dans les règlements de nos fonds et donc il y a des procédures spécifiques qui nécessitent l'accord de nos investisseurs. Ok, très clair. Et pour parler d'Acto plus précisément, en quoi est-ce que c'est spécifique ? Alors, avant de parler d'Acto, il faut faire un tout petit peu d'histoire et l'histoire, c'est l'apparition de la dette privée. En Europe, la dette privée est apparue globalement à partir de 2013. Alors pourquoi 2013 ? Parce que nous sommes dans la suite de la crise financière de 2008-2009 qui a impliqué à partir de 2011 une régulation des banques beaucoup plus forte. Cette régulation, elle a conduit les banques à beaucoup moins prêter. Dans ce contexte-là, des fonds
se sont créés pour remplacer les banques. C'est l'explosion de la dette privée autour d'un outil qui s'appelle l'unitranche. Lorsque l'unitranche arrive et qu'une entreprise a des besoins de financement, l'unitranche va refinancer, sortir les prêts bancaires et financer la société concernée. Il y a donc un seul prêteur, le fonds unitranche. Ces fonds-là, c'est 95% du marché. Nous, Acto, on ne fait pas ça. On ne fait pas d'unitranche et c'est pour ça que nous sommes originaux dans l'univers de la dette privée. Alors pourquoi ? Parce que la régulation, elle limite les banques dans leur capacité de prêt, mais elle ne les annule pas. Donc nous, on va non pas remplacer les banques, mais compléter les financements bancaires. Et c'est pour ça que l'outil que nous utilisons s'appelle la mezzanine. Alors pourquoi mezzanine ? Vous imaginez bien une chambre d'enfant, un lit, un deuxième enfant qui arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On met au-dessus du premier lit un lit mezzanine pour accueillir le deuxième enfant. C'est pareil avec la dette. Les banques prêtent, pas suffisamment par rapport aux besoins des entrepreneurs. On va donc prêter au-dessus de la dette bancaire, ce qui veut dire que notre dette est plus risquée que la dette bancaire, puisqu'elle passe après en termes de remboursement. Mais comme elle est plus risquée, elle est bien sûr bien mieux rémunérée qu'une dette bancaire classique ou qu'une unitranche. En termes d'ordre de grandeur, les taux déjà sont pas mal augmentés dans les banques. Comment est-ce que vous positionnez-vous par rapport à eux ? Alors, on ne peut pas parler de performance, mais on va dire qu'un prêt bancaire aujourd'hui de financement d'entreprise, de transmission d'entreprise, on va être sur des prêts qui vont être à 6 ans, qui vont se rembourser un peu tous les ans et qui vont être rémunérés avec Euribor, donc le taux de référence européen, plus une marge qui va être en moyenne de 3%. Autrement dit, en ce moment, c'est des prêts qui vont coûter entre 6 et 7%. La mezzanine Acto va être bien mieux rémunérée que cela. Autrement dit, on va être nettement au-dessus d'un taux à 10% en termes de taux d'intérêt sur nos outils mezzanine. Et sur les mêmes durées Non, alors justement, j'allais compléter. Nos prêts sont totalement in fine, donc contrairement à un prêt bancaire qui se rembourse un peu tous les ans, et vont être sur les durées plus longues, puisque nous, on va prêter plutôt entre 7 et 8 ans. D'accord. Et vous vous appuyez sur les analyses qui ont été effectuées par les banques, ou vous faites vos propres analyses en supplément ? Alors, c'est la valeur ajoutée, et on va commencer à rentrer dans la spécificité de la stratégie Acto, parce que je vous ai parlé de l'outil mezzanine, mais maintenant, c'est comment on l'utilise et comment on l'applique. Alors, au sein d'Acto, on a une philosophie d'investissement très particulière. C'est que non seulement on est dans une niche qui est la mezzanine, mais on a créé une niche dans la niche. Alors cette niche, c'est quoi ? C'est d'utiliser nos outils dans une seule situation. Et cette situation, c'est aider des entrepreneurs à racheter leur entreprise. Nous sommes là pour aider des dirigeants actionnaires à devenir propriétaires de leur PME. Je vais répondre à la question de les analyses. On veut limiter notre risque. Donc on veut s'intéresser à des PME de très grande qualité. Si les entrepreneurs souhaitent racheter, c'est donc qu'il y a des actionnaires qui vendent. S'ils vendent et que les PME sont superbes, qui sont celles que nous essayons d'adresser, eh bien, ils vont confier, comme à un agent immobilier, un mandat de vente de leur participation majoritaire. Ce mandat de vente, ce sont des banques d'affaires qui vont organiser la mise en vente des sociétés concernées. On ne va pas citer, on parle de publicité, mais ce sont toujours les noms les plus connus qui reviennent souvent. Dans ce contexte-là, comme les sociétés sont belles, eh bien, il va y avoir plein de solutions possibles, et notamment des solutions traditionnelles de fonds en capital, dont mes collègues d'Andera d'ailleurs, qui peuvent venir financer en dette privée traditionnelle plus du capital pour aider à racheter l'entreprise. Dans ce contexte-là, le management est minoritaire au départ et reste minoritaire dans le cadre de ce rachat qui ne sert qu'à sortir l'actionnaire majoritaire vendeur. Eh bien, dans le même processus, nous allons intervenir Acto comme un fonds en capital en termes d'analyse, comme un fonds en capital en termes de dynamique de transaction, sauf que nous allons proposer aux équipes de management de les financer pour racheter.
Mhm. Donc par rapport à ta question initiale, eh bien, on fait toutes les analyses, on fait tous les audits comme un fonds en capital, mais nous plaçons bel et bien de la dette, in fine, mezzanine, dans la transaction, et nous allons financer ces managers qui vont donc devenir l'actionnaire majoritaire de leur PME. Donc en général, les profils sortants, ça va être par exemple des fonds qui avaient investi au préalable. Alors c'est le cas le plus traditionnel dans notre stratégie. Effectivement, c'est plus de 8 cas sur 10 pour nous. Des fonds qui sont en quête de leur liquidité. Les sociétés sont superbes, ils veulent leur plus-value. Nous sommes une des solutions de liquidité. On n'est jamais tout seul, hein. Il y a toujours des solutions plus traditionnelles à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est de proposer aux dirigeants l'opportunité de racheter leur entreprise. Ça crée aussi des biais de pérennité parce que un dirigeant qui rachète ou une équipe de management qui rachète, il va ensuite diriger sa PME, implanter sa stratégie en se disant si je suis propriétaire, en fait, qu'est-ce qui me pousse à revendre l'entreprise ? Rien. Mhm. Donc, je peux établir une stratégie à 5, 7, 10 ans puisque je suis chez moi. Mhm. Et généralement, c'est ce management qui va racheter les parts, ce sont les mêmes que ceux qui s'étaient dilués au préalable auprès des fonds, ou c'est plutôt des équipes peut-être secondaires qui ont pris plus de place depuis ? Alors, le plus souvent, ce sont des équipes qui, peu à peu, ont acheté des actions et à chaque tour de LBO ont augmenté leur participation. C'est le plus souvent. On peut avoir des cas plus rares de fondateurs qui se sont dilués une première fois et qui souhaitent se reluer, donc augmenter leur participation une deuxième, mais c'est plus souvent le premier cas. Et puis pour eux, ils rachètent plus cher que ce qu'ils ont vendu. Ah oui, exactement, c'est exactement ça, donc ça peut causer un biais psychologique. C'est clair, s'endetter pour acheter ce qu'on a vendu. Bref, ok. Et vous intervenez dans tous les pays du monde, uniquement en France ? Comment ça fonctionne ? Là, on est sur l'ambition. Historiquement, nous sommes un gérant français et force est de constater que nous connaissons depuis une douzaine d'années une très forte croissance. Donc, on couvre maintenant parfaitement le marché français, enfin parfaitement en tout cas, bien le marché français, pardon, c'est immodeste. Et nous avons effectivement démarré l'internationalisation de nos investissements. Donc, nous investissons en Europe continentale. Pour l'instant, les seuls pays où nous n'allons pas sont le UK et les pays nordiques pour des questions de monnaie, puisque notre fonds aujourd'hui est en euros et donc on n'investit que dans des zones euros. Ok, très clair. Aujourd'hui, la dette privée, est-ce que c'est toujours aussi intéressant que ça a pu l'être déjà parce que maintenant que les taux rebaissent un petit peu, est-ce que ça a un impact ? Est-ce que ça ne vous impacte pas encore ? C'est quoi le contexte un petit peu macroéconomique sur la dette ? Alors, contexte macro, il y a déjà un élément que tout le monde doit vraiment avoir en tête. Il faut sortir de ce qui se passe en bourse. L'économie ralentit. Elle ralentit vraiment, quotidiennement. Elle ralentit et c'est normal, parce que je rappelle qu'on a créé ce ralentissement en augmentant les taux d'intérêt, puisque les taux d'intérêt ont été augmentés par les banques centrales pour lutter contre l'inflation, et donc on ralentit l'économie pour ralentir l'inflation. Pourquoi je fais cette introduction ? Parce que quand on réfléchit investissement, on se dit qu'est-ce qui se passe quand une économie ralentit ? Déjà, c'est plus difficile de faire de la croissance dans une économie qui ralentit. Donc déjà, d'un strict point de vue investisseur, investir en dette privée au sens global, c'est plutôt attractif quand l'économie ralentit parce qu'on est protégé, plus protégé qu'en capital, et surtout, si les sociétés ne performent pas comme elle l'ambitionnait, eh bien l'investisseur en dette privée va lui avoir sa performance puisqu'elle est essentiellement en taux d'intérêt. En dette privée traditionnelle, elle n'est qu'en taux d'intérêt. Je vais revenir sur Acto. Donc déjà, c'est un bon momentum. C'était le cas en 2023 et ça reste en 2024 un excellent momentum pour investir en dette privée. La baisse des taux. La baisse des taux, elle n'est pas énorme pour l'instant, voire on ne la voit pas beaucoup. Elle est annoncée, donc elle devrait arriver dans les prochains mois. Alors est-ce que ça sera à l'été, est-ce que ça sera en fin d'année ? On ne sait pas trop. Elle va arriver. En revanche, mon anticipation, et je ne suis pas devin et je ne suis pas économiste, c'est qu'elle va être plutôt progressive et légère. Donc on va quand même rester à des taux qui sont
attractif. Quand on parle spécifiquement de la stratégie Acto, l'originalité de l'outil mezzanine et de l'outil mezzanine Acto, c'est qu'en fait on fait des prêts vraiment très bizarres, puisque non seulement il y a des taux d'intérêt, mais la mezzanine c'est le seul prêt où il y a aussi de l'accès à de la plus-value. Mhm. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais, pour nos investisseurs, on constatait, ce qui me surprendrait, mais pourquoi pas, une baisse des taux d'intérêt plus forte qu'anticipée, donc une performance sur l'outil taux de la mezzanine plus faible, eh bien il est probable que ça se traduise par plus de plus-value en capital, et donc comme la mezzanine préempte un tout petit peu de plus-value en capital, eh bien on peut avoir un phénomène de vase communicant entre le taux d'intérêt non perçu qui se transformerait, je fais du conditionnel, on ne va pas être affirmatif, en plus-value complémentaire pour l'outil mezzanine. Et je dis bien pour l'outil mezzanine, puisque là je ne parle pas d'investissement en capital. L'outil mezzanine préempte en tant que prêt un petit peu de plus-value. D'accord, donc l'outil ne rentre pas au capital. Non, mais préempte un petit peu de plus-value. Ok, très bien. Et l'investisseur, par exemple, il a de la visibilité sur la part qu'il détient de cette plus-value qui a été Tout présentée. à fait. Okay. Elle est totalement figée et fixée dès le départ. Elle n'est pas liée à la performance, en tout cas en pourcentage. Bien sûr, si la société cible, entre guillemets, donc la société dans laquelle on a investi, fait une performance magnifique sur son capital, le montant perçu sera plus important, mais il est figé en pourcentage. D'accord. Ok. J'aimerais bien qu'on revienne aussi un petit peu sur la notion de risque qui est quand même induite par la dette mezzanine et qui me semble importante. Est-ce que tu peux nous parler des différents types de dettes et pourquoi est-ce qu'en dette mezzanine, on n'est pas prioritaire en cas de défaut, par exemple ? Alors, si on compare donc les trois types de dettes, dette bancaire, dette unitranche dont j'ai déjà parlé, dette mezzanine, le point commun entre la dette bancaire et la dette unitranche, c'est qu'elles sont en premier rang, c'est-à-dire que ce sont les premières dettes financières à être remboursées. Qui plus est, elles vont prendre, lorsqu'on parle de financement LBO, une garantie qui est les titres de la société financée. Donc ça les protège en cas de difficulté, eh bien ça leur assure d'être vraiment les premiers remboursés s'il y a quelque chose bien sûr à récupérer. La dette mezzanine, on va passer après la dette bancaire. Donc, en théorie financière, bien sûr, si la dette bancaire, il n'y a pas assez d'argent pour la rembourser, eh bien la mezzanine a tout perdu. C'est un risque réel, mais c'est aussi pour ça qu'en rémunération de ce risque, eh bien, la dette mezzanine est la dette la mieux rémunérée de toutes. Pour limiter ce risque-là, c'est là où notre philosophie d'investissement rentre en ligne de compte. Rappelez-vous, quand Acto intervient. Acto intervient pour aider des entrepreneurs au moment où ils peuvent racheter leur entreprise, sachant qu'ils ont le choix de ne pas le faire. Et ce qui est intéressant, c'est le choix qu'ils ont. Lorsqu'un fonds d'investissement arrive pour lui racheter l'entreprise lorsqu'un autre fonds vend, ce fonds d'investissement va toujours aller voir l'équipe de management dont il a besoin pour lui dire vous avez bien travaillé, votre entreprise est superbe, donc c'est le moment de réaliser votre patrimoine. Mmh. Et donc ces équipes de management, dans des LBO traditionnels, secondaires ou tertiaires, ce qui est notre terrain de jeu, eh bien, vont réaliser 50 à 60% de la valeur de leurs actions. Sur des entreprises sublimes, on parle de beaucoup de millions d'euros. Nous, Acto, au même moment, pour les aider à racheter leur entreprise, on a un critère d'investissement. C'est qu'ils renoncent à une grande partie de ce cash. Donc autrement dit, pour avoir la faculté d'être financé par Acto, ces équipes de management vont dire « je sais que je peux prendre plus d'argent tout de suite, mais je vais en prendre beaucoup moins avec Acto parce que je veux racheter mon entreprise. Parce que je suis convaincu que les 18 mois, 24 mois, 36, 48 prochains mois, ils vont être super. » Et ça vient contrebalancer, dans le cadre de notre stratégie, le risque réel, qui est de dire oui, si ça se passe mal, les banques vont récupérer des sous et peut-être que la mezzanine n'en récupérera pas. Mais si nous ne récupérons pas d'argent, l'équipe de management, tristement,
aura perdu tout son patrimoine. Oui, bien sûr. Et c'est, j'imagine, des profils assez spécifiques parce qu'on a quand même l'image de beaucoup de cadres ou de boîtes qui se lancent justement dans l'objectif de pouvoir la revendre plus cher. Là, on parle quand même de personnes qui ne sont pas du tout dans cette optique-là et qui n'ont pas forcément de besoin non plus de constituer un patrimoine. Alors, je ne dirais pas qu'elles n'ont pas de besoin de constituer un patrimoine. Je dirais que les équipes de management que nous accompagnons ont surtout un besoin de liberté. Avoir un fonds d'investissement en capital majoritaire, ça a plein de vertus, mais il y a aussi plein de contraintes. Et on peut en dénombrer 3. La première contrainte, c'est que l'équipe de management, avec un fonds majoritaire, est révocable ad nutum. Autrement dit, elle peut être remplacée du jour au lendemain par le fait du fonds. 2, c'est le fonds en capital majoritaire qui décide du budget de l'entreprise. Pour plein de raisons, un fonds d'investissement, pas tous, mais peut décider que ce n'est pas la bonne année pour investir, ce n'est pas la bonne année pour recruter. Bref, être en mode j'optimise à court terme versus à moyen terme. Et puis 3, un fonds d'investissement majoritaire décide du moment où il vend. Et le management ne peut rien faire. Les équipes de management qui nous choisissent veulent reprendre la main sur ces 3 facteurs. Révocation, non, ils sont chez eux, donc c'est pas Acto qui va révoquer puisque c'est eux les propriétaires. Budget, je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent investir, que ce soit en CAPEX, donc en investissement physique ou en investissement humain, comme ils souhaitent, puisque c'est eux qui décident du budget. Avec donc un décalage parfois entre la vision purement financière et la vision stratégique qui est de dire non mais si je peux pas laisser passer tel et tel profil parce qu'ils sont super et oui c'est des commerciaux de haut vol, on verra pas l'impact, on verra que les charges pendant 1 an et demi, mais ensuite on va avoir de la super croissance, ou je dois aller sur tel nouveau produit, je mets des sous tous les ans là-dedans même si ça paiera que dans 4 ans. Donc cette liberté-là, ils la veulent. Et puis, c'est là où on revient sur l'aspect constitution du patrimoine, ils veulent souvent sortir du rythme un peu effréné de cession tous les 2 ans, tous les 3 ans des LBO traditionnels, en se disant c'est moi qui ai la main sur la liquidité, oui je veux faire du patrimoine, mais je ne suis pas obligé de vendre dans 3 ans ou dans 4 ans, je peux me donner 6 ans, je peux me donner 8 ans si je veux. Parce que on revient aussi sur quelque chose qui n'est pas galvaudé, c'est l'aventure humaine. Les dirigeants qui nous choisissent, ils vivent souvent des projets à long terme avec leurs collègues. D'ailleurs, on se focalise souvent sur le dirigeant, mais dans nos opérations, ils sont souvent une dizaine, douzaine, quinzaine, parfois des centaines associés en fait. Donc on sent bien qu'il y a des projets à long terme, avec une volonté de constitution du patrimoine, mais pas forcément un besoin effectivement de se dire j'ai besoin d'argent maintenant pour tel ou tel projet perso. Ok. Et tu faisais la distinction par rapport à des équipes de LBO qui seraient très décisionnaires en lieu et place des dirigeants dans les entreprises. Il me semble que quand même, vous, Wandera, vous êtes présent aussi auprès des entreprises que vous accompagnez. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Comment est-ce que votre accompagnement se mesure si vous ne pouvez pas prendre des décisions à la place des dirigeants et révoquer qui vous voulez ? Alors, c'est un très bon point parce qu'on a une très bonne question parce qu'on a beaucoup travaillé ce sujet-là. Alors d'abord, il y a quelque chose qui est important, c'est de se dire quel type de conseil tu peux donner à des dirigeants sachant que tu n'as aucun pouvoir. Et en fait, assez vite, on se rend compte que ce sont, si ce n'est les meilleurs, en tout cas des conseils libres. Oui, si le dirigeant, moi l'immense chance pour l'équipe Acto, c'est qu'on peut parler librement dans un board, puisque nous sommes systématiquement présents dans les conseils de surveillance des sociétés qu'on accompagne, sachant que le ou les dirigeants ne sont pas obligés de nous écouter. Ça, en fait, ce principe-là, c'est extrêmement puissant, parce que les dirigeants ne se sentant pas jugés, agissent vraiment sont à une écoute active de ce que nous pouvons leur dire et leur recommander, parce qu'on ne peut pas l'imposer. Donc ça, c'est déjà, en termes d'influence, c'est assez puissant. On a eu beaucoup de cas où des dirigeants nous disaient en fait, voilà, j'ai réfléchi à ce projet-là, je veux orienter ma société vers la droite. Nous, on a analysé, on a pas mal d'expérience et on leur a fait part de nos doutes.
en disant vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, mais nous on doute. Les dirigeants très souvent disent écoutez, si quelqu'un de libre qui nous dit qu'il doute, est-ce que vraiment on va risquer notre patrimoine ? Donc l'écoute est positive. 2, que ce soit à l'échelle d'Acto ou à l'échelle plus large d'Andera, nous sommes une zone d'observation de l'économie qui est assez puissante. Donc là aussi, les dirigeants viennent prendre auprès de nous un petit peu ce qui se passe autour d'eux, soit dans leur chaîne de valeur, donc chez leurs fournisseurs, chez leurs clients, soit de façon plus générale dans leur univers. Comme d'autres, nous avons en 2022 beaucoup travaillé et 2023 avec nos dirigeants autour des thématiques de l'inflation. Ce que ça devait impliquer sur leur business. Là encore, en suggérant, mais en les conseillant très en amont autour de leur politique tarifaire, puisqu'ils subissaient tous en amont des hausses, eh bien il fallait faire le fameux pass-through, à savoir réussir à traduire les hausses amont en hausses aval, sans perte de clients bien sûr. Est-ce que justement, alors je ne sais pas si ça sera en lien avec le pass-through, mais est-ce que tu peux nous raconter peut-être des expériences que tu as pu avoir avec des sociétés spécifiquement, plus en détail justement pour mettre un peu de matière et de concret derrière ce qu'on vient d'évoquer? Alors, tout à fait. Pass-through très compliqué et pourtant réussi. Nous accompagnons un groupe qui s'appelle Héritage et qui est une très belle histoire puisque à la base, nous avons une équipe de management qui fait un LBO majoritaire, donc avec un fonds anglo-saxon, dans un groupe qui s'appelle Soigna, qui fait des produits d'entretien, donc vendus à la grande distribution. Là, on va vite où je veux en venir par rapport à tout ce qui est inflation. Ce fonds majoritaire décide de vendre, après un parcours magnifique, Soigna au groupe Henkel. Et il se trouve que l'équipe de management, elle, ne souhaitait pas continuer au sein du groupe Henkel, donc a proposé tout de suite à Henkel de racheter une partie de ce qui leur avait été vendu en disant vous, il y a ces marques-là qui vous intéressent moyennement, nous on a envie de continuer en tant qu'entrepreneur. Cette équipe a cherché une solution de financement pour racheter les marques qu'ils venaient de vendre. Classiquement, à nouveau fonds majoritaire, nouvelle LBO, et ils ont croisé Acto, et ils ont dit, en fait, non, c'est ça qu'on veut, nous on remet tout. C'est-à-dire qu'on fait 0 € de cash, on remet tout ce qu'on a gagné pour continuer l'aventure entrepreneuriale, et si en plus on peut être chez nous, on s'enlève cette potentielle épine qui est d'être revendu à un groupe pour avoir un projet à long terme. Nous avons accompagné donc Richard Lerozet et Daniel Chassagnon, et dans le portefeuille de marques, ce ne sont que des marques patrimoniales d'entretien, authentiques. On peut citer Baran, on peut citer Minidou, on peut citer Océdar, on peut citer Terra, et on peut citer pour les plus anciens, ceux de ma génération, la marque de lessive Bonux. On a fait ce projet avant quelques semaines avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et donc avant l'accélération de l'inflation. En grande distribution, vous le savez toutes et tous, 2022-2023, c'est une année horrible avec, pour les ménages, des sujets de pouvoir d'achat et donc de la grande distribution qui dit nous on veut que des marques distributeurs, on veut du pas cher, on veut du pas cher, on veut du pas cher. Et nous voici avec un portefeuille de marques authentiques où c'est pas cher. Eh bien, la force du concept Acto et du talent de Daniel et Richard et de toutes les équipes, de Pierre aussi à qui je pense, c'est d'avoir réussi à faire du pass-through, de la croissance forte, très forte, en 22, en 23 et en 24. On est sur des taux de croissance à plus de 30%, donc c'est très très élevé chaque année. Pourquoi ? En disant, oui, dans un moment où ça ne va pas, les consommateurs français peuvent mettre un petit peu de prix, non pas dans évidemment des produits de consommation courante au sens tous les jours, toutes les semaines dans le caddie, mais des achats qui sont un peu plus étalés, autour de trois thèmes. Le premier thème, c'est la nostalgie.
La lessive Bonux, ça ne parlera pas aux plus jeunes, mais pour les plus âgés, c'est le retour à l'enfance. 2, le Made in France, parce qu'ils ont pris tous ces portefeuilles de marque et ils ont rapatrié toute la production qui avait lieu ailleurs, en France. Ça s'est fait en combien de temps, ça ? Globalement, 1 an. C'est énorme. Enfin, il y avait toujours des industries locales Alors, qui étaient capables c'est de une produire. super question. Fabriquer du cirage en France, c'est pas facile. Donc, il a fallu retrouver des producteurs et refaire des lignes en province. Ok. Avec une logique, je le dis, derrière ESG, puisque c'est une société qui est très engagée. Et quand on parle ESG, la première chose, c'est de produire à côté. Et 3, naturalité, c'est-à-dire recréer des formules moins agressives, plus propres, le retour d'un maximum de cire d'abeille française dans les produits au cédar d'entretien du bois, Parquet, oui. par exemple. Et je me posais la question justement, est-ce que quand on a des dirigeants qui sont justement dans cette optique de réacheter le capital, est-ce qu'on observe aussi peut-être une volonté qui est plus de long terme et donc plus forte en termes d'engagement RSE ou pas spécialement ? Si, très clairement. Très clairement parce que d'abord, je dirais que il y a vraiment des rencontres assez incroyables dans notre stratégie, c'est-à-dire que comme l'ensemble de la profession du private equity, Andera Partners est extrêmement engagé, toute stratégie, dans la politique RSE. Acto, bien évidemment, aussi. Et nous avons un portefeuille de dirigeants assez incroyable parce qu'on constate que vraiment, ils ne nous ont pas attendus, d'abord, pour faire énormément de choses. Et ils sont tous hyper engagés pour la suite, comme tu le dis, parce que vision long terme et parce que citoyenneté très très forte présent chez les dirigeantes et les dirigeants, mais citoyenneté de la planète. Ok. Tu nous parlais à l'instant de cette première expérience. Je serais curieuse de savoir comment ça se passe en fin de parcours, justement, au moment où on arrive au moment du in fine, où la dette se termine. Est-ce que tu as des expériences, peut-être des récits, peut-être une autre expérience avec une autre entreprise qui s'est déjà terminée ? Exactement. Alors d'abord, et ça va permettre de mettre en perspective également le risque pris par nos investisseurs, ceux qui investissent dans les fonds Acto, parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous prêtons in fine à 7 ou 8 ans. Alors quand on dit ça, on se dit, mince, si je mets des sous dans Acto, je vais devoir attendre et qu'ils mettent 3 ans à investir les fonds, 3 plus 8, 11 ans pour récupérer l'argent, oh là là, autant faire du capital risque en fait. Il y a une distribution pour le coup qui est hyper lointaine, donc c'est pas génial. Alors, sauf que c'est évidemment pas ce qui se passe. Dans la vraie vie, il se passe quoi ? Dans la vraie vie, nous sommes la dette la plus chère et nous passons après les dettes bancaires. Sauf que comme nous sommes la dette la plus chère, eh bien les dirigeants, eux, ils souhaitent nous rembourser en premier. Pour nous rembourser en premier, donc avant les dettes bancaires, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'être très performant. Pourquoi ? Parce que s'ils sont très performants, eh bien les banques, qui ne pouvaient pas prêter le premier jour, la dette mezzanine, eh bien 3-4 ans après, face à d'une part au remboursement de leurs propres dettes et à des sociétés qui se sont développées et donc qui ont grossi en chiffre d'affaires et aussi en rentabilité, elles vont dire, écoutez, nous on peut vous prêter de l'argent pour sortir cette mezzanine qui est horriblement coûteuse. Et donc, remplacer un prêt qui est peut-être, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais à 14, 15, 16, 17% par un prêt qui va être à 5, 6%. Moralité, pour nos clients, la durée d'investissement moyenne constatée pour nos outils, c'est pas 8 ans, c'est 3 ans et demi. D'accord. Et alors, justement, on y vient. C'est qui vos clients, en général, ou vos investisseurs, plutôt ? Alors, les investisseurs que nous avons, nous sommes un fonds historiquement institutionnel. Donc, quand on regarde dans notre précédent millésime de 2020, Acto 4, en fait, à 95%, nos investisseurs sont des grands institutionnels français.
3 catégories. D'abord, l'univers au sens global de la retraite. Nous sommes un produit qui plaît beaucoup à tous les organismes de retraite, publics et privés. Deuxième pan, banque, mutuelle, assurance. Oui, les banques investissent dans Acto, puisque on ne vient pas leur prendre de business, on vient compléter leur financement. Les mutuelles ont besoin, vous le savez, de placer aussi de l'argent de façon dynamique et avec des retours assez prévisibles. Et puis, donc, troisième typologie d'institutionnels, on va dire les institutions plus étatiques ou para-étatiques qui aiment beaucoup notre stratégie, puisque, vu que nous rendons les entreprises aux entrepreneurs, et notamment français et européens, bien sûr, il y a des notions de souveraineté qui sont appuyées par notre stratégie. Dans notre précédent millésime, donc seulement 5% de privés, alors des privés qui étaient essentiellement venus par bouche à oreille chez nous, c'est-à-dire qu'on n'avait aucune démarche organisée et structurée pour cela, donc plutôt des privés fortunés à très fortunés qui avaient entendu parler de notre stratégie, donc essentiellement des entrepreneurs qui avaient réussi, avec notamment pas mal d'histoires assez drôles d'ailleurs, puisqu'on a pas mal d'entrepreneurs qui n'avaient pas choisi Acto, qui ont investi dans les fonds Acto en disant non, moi j'ai préféré faire de l'argent tout de suite, mais je me suis dit quand j'ai vu votre proposition que j'aiderais bien des entrepreneurs à racheter leur entreprise, donc je mets des sous chez vous. Aujourd'hui, donc en 2024, le monde change là-dessus, puisque la proportion de privés fortunés ou aisés qui investissent dans les fonds Nandera Partners de façon générale et la stratégie Acto sont en très 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 forte croissance. On le voit, ce qui freine historiquement l'investissement dans le private equity au sens global, il y a 2 freins. Il y a le fait que c'était des stratégies très confidentielles, donc il n'y avait pas, d'organisation entre les gérants et les privés. Évidemment, et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des partenaires qui ont accès à ces populations et qui sélectionnent des produits qui peuvent correspondre, dont le nôtre. Sapiens, ouais. Voilà, dont évidemment Sapiens. Et puis par ailleurs, il y a une statistique qui devient un peu évidente. C'est la deuxième objection, c'est oui, mais le private equity, c'est illiquide. Et donc pour les privés, il ne faut pas investir dans des produits liquides parce qu'on ne sait jamais, et s'ils ont besoin de cet argent. L'assurance vie, qui est le produit préféré des Français, il y a une statistique. C'est quand un épargnant français met 1 euro dans un contrat d'assurance vie, en moyenne, y compris avec les cas un peu douloureux de décès ou d'à-coup de la vie, il le ressort quand, cet euro? Des années après, genre, je sais pas, c'est quoi, c'est 15 ans, un truc comme ça? Vous n'êtes pas loin, c'est 13 ans. Oui, ok. Donc dès l'instant où on épargne en se disant qu'en moyenne, cet argent, on ne va pas y toucher pendant plus de... Allez, soyons même plus modestes, une dizaine d'années, pourquoi se priver des placements qui sont, depuis 40 ans en fait, les plus rentables? Parce que le private equity bat toutes les autres classes d'actifs depuis 40 ans. Quels que soient les cycles économiques, quelles que soient les crises, le private equity fait mieux que le reste. Donc évidemment, je suis biaisé puisque c'est mon univers et je ne recommanderais à personne qui n'est pas de la profession d'avoir la même allocation d'actifs que moi. Mais ça me paraît aujourd'hui quand même indispensable d'avoir une partie de son épargne dans des produits certes illiquides, mais qui ont montré leur performance dans le passé. Et les tickets d'entrée que vous autorisez pour les particuliers, c'est combien Alors, nous, et c'est pour ça qu'on passe par des partenaires comme Sapiens, parce que pour rentrer directement dans les fonds Acto, et ce sont des tickets qui sont au minimum d'1 million d'euros, donc comme ça c'est pas vraiment le grand public, pour donner accès au plus grand nombre, nous avons des partenaires qui vont, eux, collecter et agréger
des montants pour que le montant agrégé dépasse le 1 million d'euros, qui permet d'investir dans le fonds. Bien sûr, sinon ça serait trop compliqué à gérer. Vous n'êtes pas équipé pour... on n'est pas du tout outillé, équipé pour cela. Et aussi, il y a besoin d'avoir des conseils comme Sapiens pour expliquer les produits, expliquer les risques pris pour que ce soit une décision raisonnée, raisonnable de l'épargnant, de l'investisseur, d'en faire tout le suivi, d'avoir une approche aussi plus globale de la gestion patrimoniale de ces personnes. Ouais, c'est indispensable, effectivement. J'ai encore 2 questions. Je vois que le temps tourne. Je voudrais quand même savoir, toi, ça fait des années maintenant que tu es chez Andera Partners. Ouais. Comment est-ce que tu trouves ton compte ? Qu'est-ce qui te plaît ? C'est quoi les intérêts que tu as ? Comment est-ce que les intérêts sont même alignés dans ce secteur-là ? Il y a plusieurs façons de voir ce qui me passionne et qui me motive. Il y a déjà à l'échelle d'Acto, nous avons... Je vais citer un investisseur institutionnel qui n'écoutera peut-être pas ce podcast, mais peut-être qu'il l'écoutera et il se reconnaîtra. Lorsque nous avons levé, il y a une douzaine d'années, notre 2e millésime, et qu'on expliquait déjà la mezzanine, la stratégie d'accompagnement d'entrepreneurs, le fait que les entrepreneurs allaient renoncer au cash pour racheter, le fait que c'était des sociétés qui avaient beaucoup de qualité, les meilleures en fait, et qu'on allait prêter à certains taux d'intérêt un peu bizarres, il y a un investisseur qui m'a dit c'est formidable tout ça, mais il n'y a pas de marché. Donc, je ne mets pas de sous dans la stratégie Acto parce que tu n'as pas de marché, Stéphane. C'est super, mais il n'y a pas de marché, je ne vais pas vous payer à rien faire. Moralité, à chaque nouvelle levée de fonds, nous avons doublé la taille des fonds et nous avons toujours investi plus vite que la fois d'avant. Depuis, cet investisseur est un client fidèle et augmente ses allocations à chaque fois dans notre stratégie. Donc déjà, première motivation, première ambition, c'est de démontrer que cette niche de marché, elle peut être européenne, au-delà même, c'est-à-dire que là aujourd'hui on est en zone euro, moi j'ai l'ambition que pas sur ce millésime-là mais sur celui d'après, on aille aussi voir nos amis ou ex-amis anglais, qu'on aille aussi dans les pays du Nord, bref, qu'on démontre notre croissance. Il y a des acteurs américains qui font ça ? Alors il y a des acteurs américains qui font ça mais différemment. Ok. Alors pourquoi différemment ? Parce qu'ils n'utilisent pas forcément l'outil mezzanine. Ils utilisent, alors là c'est encore un autre thème, ils utilisent un autre outil qu'on appelle les actions de préférence, la Preferred Equity, qui a les mêmes caractéristiques que la mezzanine, sauf que c'est du capital. Et donc, la grosse différence entre les acteurs américains et Acto, c'est que les acteurs américains, comme c'est du capital, alors à rendement prioritaire, eh bien ils veulent la main, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher, sur la vente de la société. Et donc c'est une différence fondamentale en termes de liberté. Bah oui, ça change tout. Ça change tout. Donc dans ce que nous faisons, tel que nous le faisons, il y a un peu qu'Acto, mais nous ne gérons pour l'instant pourtant pas les mêmes montants que les acteurs américains. Oui, effectivement. Donc ça, c'est la première ambition, c'est ça. C'est vraiment montrer qu'on peut faire ça à l'échelle européenne. Et donc, moi, ça m'excite énormément, en tout cas, de porter ce projet de croissance. Et à l'échelle d'Andera, de façon plus globale, il y a un parallélisme des formes parce que j'ai des associés et des collègues extrêmement ambitieux aussi dans leur propre stratégie. Et aujourd'hui, Andera, nous sommes un des principaux acteurs du capital investissement en France, mais nous sommes très, 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 très loin d'être un des principaux acteurs européen. Le plus gros européen s'est introduit en bourse la semaine dernière. C'est un fonds britannique qui s'appelle CVC. Il gère 190 milliards d'euros. On n'en est pas là. Donc on a encore de la potentialité de croissance et qu'on a envie de porter dans un marché qui se polarise en fait. Et aujourd'hui, le constat, c'est que en tout cas, les clients institutionnels sont en train de réduire le nombre d'acteurs. Et côté Andera, on a envie d'être les bénéficiaires de cette consolidation. Par consolidation, j'entends que les institutionnels vont mettre plus d'argent chez certains gérants et malheureusement supprimer leurs allocations vers d'autres. Et on a l'ambition, en tout cas, d'être parmi les vainqueurs de cette consolidation. Il y a du bon côté de la consolidation. Exactement, et c'est un challenge, mais c'est extrêmement excitant. Top. Merci beaucoup Stéphane. J'ai une dernière question pour toi.
Je voudrais que tu me donnes tes 3 critères à analyser pour reconnaître un bon fonds. Les 3 critères, alors, pour moi, il y a déjà un premier élément, et c'est encore plus vrai pour, j'ai envie de dire, des particuliers. Vous n'êtes pas là pour prendre, les particuliers ne sont pas là pour prendre les risques des institutionnels, et donc il y a déjà la notion de track record. Le premier critère, c'est ce fonds existe depuis combien de temps, il a combien de fonds qui ont déjà été liquidés, c'est-à-dire où la performance est acquise, finie, et où donc on peut constater de performances passées, même si, selon la formule consacrée, elle ne présage pas des performances futures. 2, est-ce que la stratégie qui est présentée à l'épargnant ou à l'investisseur est en cohérence avec le track record. On voit beaucoup d'acteurs qui font évoluer, c'est pas forcément un mal, mais font évoluer leur stratégie au fil des millésimes pour plein de raisons différentes. Ma recommandation, c'est plutôt d'être dans la continuité et donc d'appuyer des équipes qui sont celles qui ont fait le track record et qui donc ont une méthodologie qu'ils savent expliquer pour avoir un côté réplicable à la performance. Et puis la troisième, c'est un peu la cherry on the cake, c'est en quoi le fonds et la stratégie est différent. Quels sont ses avantages compétitifs sur son marché ? Il y a pléthore d'offres sur tous les marchés. Eh bien, si vous vous posez ces 3 questions, vous allez voir que vous allez filtrer énormément l'offre présente. Ok, très clair. On regardera ça avec attention. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcasts et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.